Oui, Guillaume, salut. Bon, Alors, enchanté. Apparemment, la santé va bien. ouais, Bon, on va parler des choses un peu ennuyeuses, mais on va essayer de repartir, enfin, de centrer un peu le débat sur des concepts scientifiques que je voulais aborder avec toi. Bon, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, professionnellement, s'il te hmm. plaît? Bonjour, je suis Guillaume Lecointre, donc professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Je suis enseignant-chercheur. Ma spécialité de recherche, c'est la systématique, la science des classifications et l'évolution biologique. Je suis au muséum également le conseiller scientifique du président du Muséum national d'histoire naturelle, Bruno David. Voilà pour la présentation professionnelle. D'accord. Ça marche. Donc moi, tu sais que je suis enseignant en SVT, hein, donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec toi, parce qu'on est face à des problèmes pédagogiques, mais pas seulement dans la salle, mais aussi en dehors de la salle. Donc je voulais aborder un premier concept avec toi qui pose pas mal de problèmes, je crois, aux enseignants. On le voit un peu en stage, et notamment avec les nouveaux programmes là, récemment, notamment sur le concept d'espèce. Donc, en gros, dans ce concept d'espèce, j'ai plusieurs questions. Je vais te les poser un petit peu comme ça, tu feras une synthèse. Déjà, qu'est-ce qu'une espèce? Comment a évolué ce concept? Euh, Est-ce que ça a toujours été la même définition? On peut parler aussi du concept de race, si tant est qu'il existe ou qu'il existait. Et des questions comme une question intermédiaire, est-ce qu'on peut parler d'espèces, par exemple, chez les bactéries et chez les virus, dont on parle beaucoup en ce moment? Oui, la notion d'espèce, c'est une question qui anime l'histoire naturelle depuis les origines de l'histoire naturelle, depuis l'Antiquité grecque, hein. C'est une très très vieille question. Et pour cause, si on regarde la nature ici et maintenant, les humains sont confrontés dans le temps de leur vie à un espace naturel dans lequel ils voient des individus faire des petits entre eux. Les loups font des petits entre eux, les chèvres font des petits entre elles, et on voit jamais un loup et une chèvre faire des petits ensemble. Donc, la notion d'espèce, d'abord sur le plan de la perception, elle semble être assez spontanée aux humains. Dès la première appréhension rationnelle du vivant, dès qu'on écrit scientifiquement sur le vivant, cette notion d'espèce, elle émerge très vite. On a des individus qui sont ensemble, qui se reproduisent ensemble et qui font des petits ensemble. Alors ça, c'est une vision spontanée de l'espèce. D'ailleurs, les enfants l'ont, cette vision spontanée. Seulement voilà, quand on travaille en sciences, on ne peut pas regarder la nature seulement ici et maintenant. On est obligé de regarder la nature dans la profondeur du temps. Ça, c'est important parce que si on n'a pas l'histoire de ce que l'on voit, eh bien, on ne comprend que la moitié de ce qu'on voit. Et l'histoire du vivant est très importante pour comprendre ce que finalement on appelle une espèce. Si on adopte cette idée qu'on prend la profondeur du temps avec nous, on ne regarde pas seulement la nature ici et maintenant, mais on prend le temps, la profondeur du temps, on constate pas avec Aristote, mais avec Lamarck, avec Darwin, avec Haeckel, avec Hennig, avec beaucoup d'auteurs en histoire naturelle du XVIIIe siècle et du XIXe siècle et même du XXe siècle. En prenant cette profondeur du temps, eh bien, on est obligé de considérer que les espèces, s'il y a eu évolution, eh bien, il fut un moment où elles n'étaient pas séparées comme elles le sont aujourd'hui. Certes, on sait que les chats font pas de petits avec les chiens, mais si on redescend généalogiquement dans le temps, dans la profondeur du temps, le lignage du chat et le lignage du chien, il va y avoir un moment où ces deux lignages vont se rejoindre. Parce que l'arbre du vivant, la généalogie du vivant, est une généalogie générale lancée depuis plus de 3,7 milliards d'années et que les êtres vivants sont à différents degrés plus ou moins apparentés entre eux. Qu'est-ce qu'on Ce chat et ce chien, ils avaient donc des ancêtres communs à un moment donné. Alors,
On sait les dater avec des techniques d'ADN, je ne rentre pas dans le détail, mais on sait dater ça, hein, la divergence entre les chats et les chiens. Aujourd'hui, ça doit remonter à quelque chose comme 45 millions d'années, hein. Voilà, et qu'est-ce qu'il y avait alors? Comment dois-je nommer cette chose-là, ancêtre commun, aux chats et aux chiens? Et là, la question de l'espèce surgit dans la profondeur du temps. C'est-à-dire que ces ancêtres-là, évidemment, ils n'étaient ni vraiment chats tels qu'on les connaît aujourd'hui, ni vraiment chiens tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il faut les imaginer comme quelque chose de composite. Enfin, on a des techniques d'ailleurs pour reconstituer comme des portraits robots des ancêtres communs. Là non plus, je ne rentre pas dans le détail, c'est assez technique. Mais comment on appelle cette entité qui, pour la dernière fois, faisait pool génétique commun aux futurs chats et aux futurs chiens? Eh bien voilà, on est obligé de donner un nom à ce truc-là. Alors on donne un nom, X, mais à quel moment ceux qui s'appellent X, dans la branche qui va mener plus tard au chat, vont passer du nom X au nom chat? À partir de quel moment cet ancêtre X, il va passer du nom X au nom chien dans le lignage du chien? Et ce moment-là, ce moment où on va changer de nom, il est parfaitement arbitraire. C'est nous qui le décidons. Et par convention, on a décidé que tant qu'un lignage généalogique n'est pas divisé, eh bien, on donne à ceux qui sont membres de ce lignage généalogique, on donne le même nom d'espèce. Une généalogie, elle est faite de plein d'individus qui font des petits ensembles et de la descendance fertile. Si jamais il y a un obstacle qui la divise en deux branches, si ces deux branches ne peuvent plus se rencontrer, s'il se passe suffisamment de temps sans qu'elles puissent se rencontrer, eh bien, elles vont accumuler des différences et elles finiront par ne plus être capables de faire des petits ensembles. Donc, ce point de scission-là, ça va être la limite du nom d'espèce. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous, la souche, elle aura un certain nom, X, et puis les deux branches filles, eh bien, elles auront deux noms différents, Y et Z. Ce qui fait que pour répondre à la question qu'est-ce qu'une espèce, une espèce aujourd'hui, conventionnellement, dans la profondeur du temps, c'est un flux de génération qui n'est pas divisé. S'il se divise, il faut changer de nom d'espèce. Vous avez compris que j'ai parlé de convention. L'arbre du vivant, il est dans la profondeur du temps, il est continu. Il se scinde en rameaux, mais néanmoins, dans l'axe du temps, il est continu. Et donc, il faut bien un moment où on change de nom. Nous devons faire changer de nom à des segments d'arbres généalogiques. Et c'est pour ça que les espèces sont finalement conventionnelles. Si je regarde la nature aujourd'hui, eh bien, on aura décidé qu'on donne pas le même, on ne nomme pas les individus en vertu de leur couleur, on ne nomme pas les individus dans des espèces en vertu de leur taille, on ne les nomme pas non plus en vertu de là où ils habitent, on les nomme de la même façon s'ils participent d'un même flux généalogique. C'est ça la convention. On aurait pu décider autrement, mais on a préféré le flux généalogique pour parler des espèces. L'espèce est donc conventionnelle et eh bien, elle est un nom qu'on donne à une hypothèse de lignage cohérent, de lignage généalogique cohérent. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, l'assignation de l'espèce, qu'est-ce que c'est? L'assignation d'un individu à une espèce. J'ai un individu, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, j'ai deux critères qui me permettent de vérifier si cet individu que je ne reconnais pas tout de suite peut être assigné à des espèces déjà décrites ou pas. Ici et maintenant, eh bien, avec quelle population naturelle cet individu se reproduit-il? Premier critère d'assignation. Et deuxième critère, à quelle population naturelle cet individu ressemble-t-il le plus? Il y a la ressemblance et il y a l'interfécondité, non pas comme définition, mais comme critère d'assignation, c'est-à-dire l'égraison que je vais avoir de donner un nom d'espèce à un individu si l'espèce en question est déjà décrite. Si elle ne l'est pas, on va donner un nouveau nom d'espèce à cet individu.
Il y a aussi la question qui est posée, comment a évolué ce concept? Ça serait long hein, à développer. On écrit des livres entiers sur l'histoire de la notion d'espèce, mais je vais choisir simplement un moment charnière. Est-ce que c'est vrai que Darwin, excuse-moi de t'interrompre, Ouais. avait, dans l'origine des espèces, déjà parlait de l'idée d'abandonner en quelque sorte ce concept, justement? Oui, j'allais y venir justement. Ouais. C'est que celui qui a stabilisé les noms d'espèces, hein, c'est Linné, le botaniste suédois du XVIIIe siècle. Linné a pour ambition, en tant que systématicien, de classer l'ensemble du vivant qui existe, pas seulement les plantes, mais aussi les animaux. Voilà. Donc Linné a une grande ambition de stabiliser un vocabulaire universel pour les espèces, parce qu'il faut bien, il y avait utilité à le faire. On a besoin de communiquer entre nous, euh, déjà d'une région à l'autre. Quand on pense que sur le territoire français, pour nommer simplement un hérisson, eh bien, avec les langues et les patois locaux, on avait plus d'une centaine de noms pour nommer ne serait-ce qu'un hérisson. Entre les, Imaginez, entre les langues différentes, même ne serait-ce que de l'Europe, comment nommer les choses en étant sûr que le pays voisin va nommer de la même façon ce que nous avons nommé. Si on a besoin d'expliquer rationnellement et collectivement le monde réel, on a besoin d'un vocabulaire commun. Et donc, stabiliser les noms d'espèces, c'était une nécessité. Et Linné l'a fait. Il a choisi le latin parce que aucun pays ne serait a priori trop avantagé. Il aurait pu choisir le suédois, hein, il aurait pu choisir le français, l'anglais, mais non, il a choisi le latin pour que les scientifiques puissent tous être certains d'utiliser le même nom d'espèce et de se comprendre quand on parle d'une espèce. Alors, une fois que j'ai parlé de Linné, il faut savoir que Linné était à une époque où les églises contrôlaient ce que disaient les scientifiques. Et Linné, lui, il fait de la systématique dans le cadre théologique. Il pense que les espèces ont été créées de la main divine et qu'elles sont stables, qu'elles sont réelles et que, évidemment, elles ne changent pas. Et donc, il y a un réalisme de l'espèce chez Linné. Les espèces sont véritablement des réalités de la nature. Figé, quoi. Alors, comme tu le disais là, en évoquant Darwin, le passage clé, c'est le moment où Darwin, lui, va concevoir que l'espèce n'est pas quelque chose de réel, mais que l'espèce est une convention de langage. C'est-à-dire, c'est un fabuleux livre que L'origine des espèces, parce que Darwin, en fait, se pose véritablement la question de l'origine de la ressemblance. Le livre L'origine des espèces aurait très bien pu avoir pour titre L'origine de la ressemblance. Darwin explique le mécanisme par lequel, parmi un foisonnement inouï de variations au sein d'une même communauté de reproduction naturelle, les membres d'une même espèce varient dans tous les sens, eh bien, il explique comment, malgré une variation foisonnante, on arrive quand même de génération en génération à maintenir une ressemblance moyenne. En fait, par un mécanisme simple, c'est que les individus qui varient trop, qui varient au-delà des marges de survie, finissent par faire moins de petits que ceux qui varient à l'intérieur de certaines marges de survie, compte tenu du milieu du moment. Et donc, les bords de la courbe de Gauss sont élagués à chaque génération. Et cette sélection naturelle, ce fait que les individus font beaucoup plus de petits que le milieu ne peut en soutenir, et que seules celles des variations ou des combinaisons de variations qui sont propices à la reproduction vont pouvoir se maintenir dans le lignage. Ainsi, Darwin explique l'origine de la ressemblance. Pourquoi les individus d'une même espèce se ressemblent-ils alors qu'ils varient en permanence, alors que ça part dans tous les sens, alors que fondamentalement, excusez-moi du terme, c'est le bazar, quoi. Pourquoi, malgré le bazar, on a quand même à nos yeux des régularités qui se reproduisent? Eh bien, c'est la sélection naturelle qui explique ça. Donc, en expliquant l'origine de la ressemblance, Darwin sait très bien qu'à partir de cette ressemblance qui se maintient dans la population, nous faisons des espèces, nous, pour le besoin de notre langage. Pour Darwin, c'est important ce que je viens de dire parce que ça nous permet de comprendre que pour Darwin, l'espèce n'existe pas véritablement dans la nature.
Ce qui existe dans la nature, ce sont des processus de stabilisation d'une forme et ce sont des barrières à la reproduction qui s'installent de temps en temps. Mais l'espèce en tant qu'ensemble, c'est nous qui le faisons, cet ensemble. Et c'est d'autant plus abstrait que cet ensemble, on le fait dans la profondeur du temps. C'est-à-dire que ici et maintenant, on n'attrape qu'une couche contemporaine de l'espèce. Mais la définition du concept même, c'est une définition diachronique, c'est-à-dire dans la profondeur du temps. La notion d'espèce est donc très, très abstraite finalement quand on y pense. C'est très abstrait, c'est une convention de langage associée, c'est un truc qui n'existe pas, l'espèce. Je veux dire par là que ça n'existe pas en tant que réalité matérielle dans un milieu donné. C'est un ensemble dans nos têtes qui a décidé de regrouper les individus qui font partie d'un même flux généalogique, sachant que ce flux généalogique ne fait déjà plus partie du monde réel entièrement là dehors. Tous les ancêtres ont déjà disparu, une bonne partie de nos ancêtres ont déjà disparu. Donc, c'est très compliqué comme notion finalement. Et c'est terrible parce qu'en science, nous voilà avec un exemple où on a une notion extrêmement spontanée, extrêmement sensible. On a l'impression de savoir ce que c'est qu'une espèce. Et quand on essaie de la cerner scientifiquement, on s'aperçoit que la notion est complexe et elle est complexe évidemment pédagogiquement aussi. D'autant plus que quand on parle d'érosion d'espèces, d'érosion de la biodiversité, on parle toujours d'espèces et on est toujours confronté à ce terme-là en permanence. C'est ça, Alors, c'est que pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'inventer ce mot biodiversité? C'est que on vient de voir que l'espèce, ce qui existe vraiment dans la nature, ce que l'on peut documenter expérimentalement, ce sont des barrières à la reproduction, ce sont des variations de forme, la variation même à l'intérieur d'une même communauté de reproduction, il y a des variations, ça on peut le documenter, mais on ne documente jamais la totalité d'une espèce. On vient de le comprendre, hein, pourquoi? C'est que l'espèce est dans la profondeur du temps, donc on n'a jamais qu'une seule tranche, qu'une petite tranche de l'espèce en quelque sorte. Oui, cette notion, elle est complexe. Et quand on envisage la nature, on compte des espèces comme si on comptait des entités réelles, d'une part. Il y a une forme de réalisme de l'espèce qui était celui de l'inné, qu'on retrouve dans des discours qui, par ailleurs, sont bien intentionnés, hein, des discours qui essayent d'envisager, de compter la richesse en espèces d'un milieu donné ou d'un biotope donné. Et on s'aperçoit. on parle de néofixisme, justement. Oui, voilà. Et on s'aperçoit très vite que comme les espèces n'existent pas vraiment, on ne doit pas seulement compter des lignages généalogiques, on doit aussi compter la diversité au sein de chaque lignage. Parce que cette diversité, elle est capitale pour comprendre l'état de santé d'une population naturelle. Dans les années 80, des gens ont inventé cette notion de biodiversité pour dire qu'il faut envisager pas seulement la diversité d'un milieu donné en nombre d'espèces que nous sommes capables de reconnaître, mais aussi la diversité qui habite chacune d'entre elles. Parce qu'une espèce qui est très peu variable, dont les populations ont été érodées, n'a pas beaucoup de devenir évolutif. C'est la variation le carburant de l'évolution, hein. S'il y a peu de variation, bien, le lignage est en danger, alors que d'autres espèces à côté vont avoir beaucoup de variations, même si démographiquement elles sont petites. Et dans ce cas-là, leur avenir évolutif est davantage garanti. J'ai lu le bouquin aux éditions matériologiques, la biodiversité, là, qui est super intéressant. Et j'ai remarqué que dans pas mal d'articles, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que ce concept les dérange beaucoup, en fait, parce qu'ils arrivent. C'est un concept enfin, je parle de biodiversité, hein, je ne parle pas Oui, d'espèces, oui. pardon. Oui, Qui est très dérangeant parce on n'arrive pas à donner une définition, en fait, définir un contour. si je simplifie, la biodiversité, c'est caractériser ce qu'il y a, diversité génétique dans l'espèce, diversité des espèces et diversité des, des communautés d'espèces d'un milieu donné. En fait, dans un paysage donné, s'il y a une mare, une prairie, une forêt et une pente, eh bien, ça sera déjà considéré comme une diversité d'un niveau supérieur. Différentes communautés d'espèces vont habiter tantôt la mare, d'autres, par ailleurs la pente, par ailleurs la forêt. J'entends par là que la complexité d'un paysage
est un niveau de complexité au-delà de l'espèce qu'il est intéressant de considérer dans le concept de biodiversité. Donc, on a 3 niveaux dans la biodiversité. On a le niveau de la variation génétique de chaque espèce, le nombre d'espèces, et enfin, dans un paysage donné, la combinatoire des communautés qui constituent des micro-paysages. Donc, la biodiversité, si je résume, c'est ce qu'il y a, alors que l'écosystème, c'est ce que ça fait. Souvent, on voit dans nos médias ou dans certains journaux, on voit une confusion qui s'installe entre écosystème et biodiversité. Biodiversité, c'est ce qu'il y a. Écosystème, c'est ce que ça fait. Les relations fonctionnelles entre les êtres vivants, et pas seulement entre les êtres vivants, également entre les êtres vivants et le milieu abiotique, c'est-à-dire le milieu géologique, les gaz de l'atmosphère, etc. Je t'interromps juste par rapport toujours à cette question de biodiversité et d'espèces, hein, parce que moi, de ce que j'ai pu voir et penser, réfléchir, c'est que le fait que ce concept d'espèce ou ce concept même de biodiversité est relativement flou et difficile à tracer, enfin, le contour est difficile à déterminer, en fait, finit parfois, j'ai vu des scientifiques qui finissent par tomber un peu, si je puis dire, dans une sorte de néo-fixisme où où il faut à tout prix conserver chaque espèce, même à tomber presque dans une forme d'idéalisme autour de la biodiversité qui serait bonne, etc. etc. Et inversement, je connais quelques scientifiques qui nient complètement, par exemple, l'érosion de la biodiversité. C'est-à-dire que le fait que ce concept ne soit pas clairement défini, je me demande si ça n'aboutit pas à une sorte de dérive un peu et à des clivages et à une polarisation des débats. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, ou éventuellement de faux clivages, oui. Oui, Alors, ouais. le fait que la notion de biodiversité soit mal définie, je ne suis pas sûr. Là, j'ai essayé de le dire en quelques mots. Ouais. La biodiversité, c'est ce que l'on compte lorsqu'on regarde ce qu'il y a. Et j'ai indiqué 3 niveaux Ouais. Oui, oui, non, mais bien sûr. pour appréhender la complexité de ce qu'il y a. Mm, mm. Mais néanmoins, tu as raison, dans le traitement médiatique depuis 1986 qui a été fait de la biodiversité, eh bien, c'est un mot qui a eu Qui a beaucoup de été succès. récupéré aussi. Qui a été Voilà, récupéré. il a eu énormément de succès, et quand les mots ont beaucoup de succès, Voilà. tout le monde s'en empare en croyant le comprendre et sans nécessairement retourner à la définition source. Donc, quand le mot est devenu galvaudé et on a mélangé beaucoup de choses, on a mélangé allègrement les écosystèmes et la biodiversité. On a utilisé le mot biodiversité pour pour exprimer des métaphores au sujet d'autre chose. On a parlé des écosystèmes des entreprises, et puis alors on a parlé aussi de la biodiversité des entreprises. Enfin Oui, voilà. oui, 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 Donc, le mot est devenu tellement populaire qu'il oui. a semblé se vider de son sens. Je dis bien semblé, mais Ouais, ouais, ouais. après, dans les débats, à savoir, est-ce que la biodiversité s'érode ou pas? Justement, si on prend les 3 niveaux que j'ai indiqués, le niveau génétique, le niveau interspécifique et le niveau des communautés d'espèces, eh bien, on peut avoir érosion à certains niveaux et pas à d'autres. Et donc, évidemment, le concept est complexe parce qu'il a été forgé pour attraper la complexité des intrications et la complexité des échelles dans lesquelles le vivant peut se laisser appréhender. Et puis, On peut avoir. il y a aussi la question d'évaluation aussi. Tu vois, c'est extrêmement dur parce que quand tu vois, par exemple, dans les livres scolaires, tu vois des fois, première introduction, il y a 2 millions d'espèces dans le monde. Et puis dans un autre bouquin, bah, il y a 10 millions d'espèces. On a dénombré 10 millions d'espèces. Hmm. Donc, si tu veux, des fois, rien que dans l'évaluation, ça pose des problématiques. Je donnerai juste un petit exemple rapide Ouais. pour montrer que le vivant se laisse attraper par différents prismes. Si on dit qu'il y a 300 000 chimpanzés à la surface du globe actuellement, aujourd'hui, et qu'il y a 7 milliards d'humains, la diversité génétique qui est dans une petite population de 300 000 chimpanzés, elle est 20 fois supérieure à la diversité génétique qu'on trouve parmi 7 milliards d'humains.
Donc, si je compte des espèces, là, je dis il y a 2 espèces de chimpanzés et il y a une espèce d'humain. Mais si je regarde la diversité génétique à l'intérieur de ces espèces, les chimpanzés entre eux sont beaucoup plus divers. Ils diffèrent beaucoup plus entre eux que les humains ne diffèrent entre eux, même si, en termes d'abondance, cette fois-ci, même si en termes d'abondance, les humains sont hyper abondants, alors que les chimpanzés sont très peu abondants. Une petite image pour dire que la biodiversité, elle permet de spécifier les 3 niveaux de diversité principaux à partir desquels on peut regarder ce qui se passe, ce qu'il y a dans la nature. Ce qu'il y a. Autre exemple qui est souvent remis sur le tapis, on sait que les plantes, de par leur biologie, sans rentrer dans le détail technique, les plantes se reproduisent entre elles avec des parts de diversité génétique beaucoup plus vastes que ne le font les insectes. Les insectes font ce qu'on appelle des espèces, c'est-à-dire qu'ils font des barrières à la reproduction avec des toutes petites tranches de diversité génétique. D'ailleurs, les espèces, c'est la moitié, les insectes, pardon, c'est la moitié du nombre d'espèces répertoriées aujourd'hui. Hein. Donc, c'est dire combien il y en a. Eh bien, il y a autant d'espèces d'insectes en partie parce que leur barrière à la reproduction se fait à partir de toutes petites portions de divergence génétique par rapport à ce qu'elle est chez les plantes, où les plantes, elles, continuent à se reproduire entre elles avec des portions de fromage de diversité génétique énormes. Et donc, dit autrement, on peut s'attendre à avoir une beaucoup plus grande diversité génétique dans une espèce de plante à fleurs qu'on en a dans une espèce d'insecte. Oui, donc voilà, ça montre bien tout ça, que compter des espèces, ça ne suffit pas, et que pour enregistrer la diversité du vivant, bah, il faut regarder à plusieurs niveaux. D'accord, oui. Alors, ouais, pour terminer, c'était la question des bactéries et des virus. Donc, Oui. parce que tu sais, quand tu parles, bah, tu as évoqué tout à l'heure la question de la reproduction, et c'est vrai que quand tu donnes la définition au lycée, moi je le vois au lycée, je donne la définition capable de se reproduire, dont la descendance est fertile, etc. On ne peut pas dire qu'une bactérie est une. Enfin, il y a une forme de sexualité, mais c'est pas. Oui, voilà, c'est Pas les compliqué. mêmes. Alors, C'est pas tout à fait. Hein, alors, retenons d'abord une idée. On a dit que l'espèce était conventionnelle. Et donc, conventionnelle, ça veut dire que c'est à nous de nous mettre d'accord sur quel type de réalité physique on va forger d'abord une définition de l'espèce, mais aussi des critères d'assignation d'un individu à une espèce. C'est conventionnel, cette affaire-là. Alors, conventionnellement, la définition d'espèce que j'ai donnée tout à l'heure, elle est observable pour des organismes de grande taille, en général à reproduction sexuée. La plupart des organismes auxquels nous sommes confrontés macroscopiquement, enfin je veux dire à notre échelle, eh bien, on peut appliquer cette définition conventionnelle qui marche assez bien. À la marge, il y a des petites subtilités, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Quand on entre dans le monde bactérien, le schéma généalogique théorique, le schéma qu'on a besoin de dessiner pour savoir comment les bactéries se perpétuent dans le temps, elles se divisent, elles échangent du matériel génétique entre elles et seulement partiellement. Et puis ça peut durer même longtemps, ça peut même durer tellement longtemps que des bactéries, des lignages bactériens qui auraient divergé, ça c'est mesuré, hein, notamment sur les gènes ribosomiques, des lignages bactériens qui ont divergé depuis 120 millions d'années, sont encore capables d'échanger des morceaux de matériel génétique. Et donc ça secoue un peu. L'arbre qu'on pouvait dessiner généalogique avec des branches qui se divisent et qui sont toujours divergentes, cet arbre avec des branches divergentes, chez les bactéries, ça n'est plus un schéma conceptuel véritablement suivi. C'est-à-dire que si elles sont capables d'échanger des gènes, alors que leur lignage principal, on peut dire, aurait divergé depuis 120 millions d'années, eh bien, ça veut dire qu'on est dans un système de réseau. Et là, on ne peut pas appliquer la convention que j'ai citée tout à l'heure. Donc, il faut changer de convention. Et bah, c'est pas simple, mais il faut adapter une convention au schéma de transmission que manifestent les micro-organismes.
Mais ça n'a Euh, pas été fait, pour le coup, en fait. bah, Globalement, on n'a pas... il y a des tentatives qui commencent à voir Oui, le jour. il y a des Euh, tentatives. les bactéries échangent tellement, alors ça dépend Moi, justement des espèces. moi, je pensais plutôt de lignage génétique, si tu veux, tu plus. Enfin, On si on essaye de pouvait maintenir. définir des familles, tu vois. On essaye de maintenir, c'est vrai, surtout là, à partir des travaux basés sur les gènes ribosomiques. On essaie de maintenir un squelette. Tous les scientifiques ne sont pas encore d'accord entre eux sur cette question. On essaie de maintenir un squelette d'arbre euh, du vivant bactérien à partir des gènes ribosomiques, enfin ceux des gènes les plus stables dans les génomes, ceux qui s'échangent le moins en quelque sorte. Mais autour, tout le reste du génome n'arrête pas de s'échanger. Il s'échange tellement que la question est de savoir, est-ce qu'il nous reste un cœur de génome qui puisse tracer un arbre du vivant bactérien ou archébactérien, peu importe, mais est-ce qu'il reste quelque chose qui ressemblerait à un arbre, ou alors est-ce que ça s'échange tellement qu'il n'y a plus d'arbres à chercher et que depuis 3 milliards d'années et demie, eh bien, c'est de la réticulation, c'est de l'échange dans les milieux en permanence, ce qui fait que les bactéries seraient plus proches entre elles de parce que leurs tout proches ancêtres ont déjà échangé dans le même milieu qu'elles ne seraient proches entre elles par une généalogie de long terme. C'est-à-dire, en gros, est-ce que les assemblages de bactéries ne seraient-ils pas que des assemblages environnementaux? D'accord. Et d'ailleurs, il y a des gens qui pensent à ça sérieusement, qui envisagent la diversité bactérienne Beaucoup euh, plus en diversité clusters environnementale. fonctionnels. Pardon? Beaucoup plus basé sur une diversité environnementale, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que les groupes qu'on refait ne seraient-ils pas des groupes environnementaux slash fonctionnels? C'est-à-dire, en gros, ont survécu là ceux qui se sont échangés opportunément les gènes qui permettent de survivre à cet endroit-là. Est-ce que ces groupes de bactéries ne seraient pas des groupes environnementaux et non plus des groupes généalogiques? Donc la question est en débat actuellement. On n'a pas, pour les besoins, on a toujours besoin de nommer, c'est clair, hein. Donc on conserve quand même des conventions de langage appliquées aux bactéries, souvent d'ailleurs ce sont des concepts fonctionnalistes. Euh, mais c'est vrai que ces conventions ne peuvent pas être exactement, enfin, ne semblent pas pouvoir être exactement celles qu'on utilise pour les animaux de grande taille. Un livre qui ferait la synthèse un peu sur ce concept, ça serait bien. Ça serait pas mal. Un Alors, livre. il y a Les Gènes voyageurs de Ouais. Éric Attest chez Belin. Alors, comprendre la notion d'espèce, c'est ça? Non, Les Gènes voyageurs, ça s'appelle. Ah oui, celui-là, je l'ai lu, oui. Celui-là, je l'ai lu, oui. Très bien. Je parlais sur le concept d'espèce lui-même. Euh, Ah, je parlais, oui, sur les jeunes voyageurs, oui, il est très très bien, celui-là. je, Euh, je ne connais pas. J'en ai un qui s'appelle Comprendre la notion d'espèce, mais là, pour le coup, il a une vision très fixiste de l'espèce, très, Ah, voilà. c'est de qui? Je vais te le chercher, j'arrive. Ah, pardon. C'est L'Herminier. Ah, oui, d'accord. L'Herminier, Euh, voilà, celui-là. oui, je vois. Ouais, ouais, d'accord. Alors, j'ai pas lu celui-là. Ouais. Ouais, Euh, alors, à ma connaissance, hein, restons humbles, hein, à ma ouais, ouais. connaissance, en langue française, je ne connais pas de bons livres centrés sur la notion d'espèce. Alors, peut-être qu'après tout, celui-là là, en est un, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas lu. Mais en tout J'ai pas cas, j'ai pas des bons échos. Moi, j'ai commencé à le lire et j'avoue qu'il m'a pas spécialement. hmm, Enfin, d'accord. idéologiquement, justement, je te dis, il a une vision très compartimentée de l'espèce, où il veut vraiment définir de façon, voilà. Il y a un peu voilà. J'ai pas adhéré, donc je me suis aussi un peu renseigné autour de ce que des critiques diverses, et ça a un peu revenu sur cette idée-là, en fait. Voilà. Hmm. Et, ouais, et une dernière chose sur les virus, alors. Donc, parce que les virus, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce qu'un virus est vivant? Donc, s'il y en a déjà qui ne le définissent pas comme quelque chose de vivant, comme un élément non vivant, donc, comment définir quelque chose qui n'est pas vivant d'espèce, qui est classé parmi des espèces? Enfin,
Enfin, tu comprends tous les... Là, on est en train de passer à la section 2 des questions, je crois. Non, parce que je t'avais demandé, est-ce qu'on peut parler de diversité des espèces de virus? Parce que, Oui, euh, on peut. Alors, on se disait que la convention de langage, les virus n'arrêtent pas de recombiner. Enfin, pas tous, mais beaucoup d'entre eux recombinent. Ils prennent des petits bouts de génome de là par où ils passent. Et c'est pas tellement différent de ce que font les bactéries. oui, voilà. Et donc, là aussi, pour les virus, il faut qu'on adopte une convention, évidemment, la plus homogène possible pour qu'on puisse se comprendre, qu'on arrive à être sûr qu'on parle de la même chose quand on parle de telle ou telle entité virale. Euh, oui, il faut de toute façon maintenir une convention pour nommer les virus. Ces conventions, elles seront, comme les virus sont relativement simples, elles seront génomiques et structurales du point de vue protéique, du point de vue de, entre guillemets, l'anatomie du virus. Il faut maintenir une taxonomie des virus, sans quoi on n'arriverait pas à lutter contre eux, hein. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que j'ai un copain d'ailleurs qui a déploré le fait que là, en ce moment, il y a une approche très lamarckienne de, de l'évolution des virus qui est au travers des médias, en fait. Il a déploré ça. Alors moi, j'ai pas remarqué, j'ai pas remarqué Oh, ça. bah, je sais pas, les virus sont tout bêtement darwiniens, dans le sens où de la multiplicité énorme des opportunités de recombinaison auxquelles ils font face, par la profusion du nombre de copies qu'ils sont capables d'engendrer lorsqu'ils parasitent la machinerie cellulaire de leur hôte, ils sont simplement sujets à une variation foisonnante et à une sélection opportune selon l'endroit où ils se trouvent. Euh, il- pour dire des choses bêtement, il y a aucune raison dans les milieux naturels que des chauves-souris et des pangolins se retrouvent confinés entre eux. C'est dans un marché chinois qu'ils se sont retrouvés confinés, ces deux bestiaux, et de manière récurrente. Et il y a cette idée de récurrence qu'il faut avoir en tête, hein. Euh, donc évidemment, c'est comme une loterie. Si vous voulez gagner le gros lot, vous avez intérêt à tirer 1000 fois la loterie. Et puis si vous tirez une seule fois la loterie, vous avez peu de chances de gagner le gros lot. Bah, là, en confinant ces animaux ensemble dans un marché, les recombinaisons virales, il y en a eu plein de faites. Il y en a beaucoup qui n'ont pas abouti, en quelque sorte. Et du lot est sortie une combinaison fortuite qui accroche la protéine de surface de l'épithélium du système respiratoire humain. L'épitope de cette protéine, de la protéine dite S, bah, il se trouve qu'il ressemble, celui qui d'ailleurs, le Covid-19 infecte l'humain, il ressemble à 99% à un coronavirus qu'on trouve chez les pangolins, alors que le reste du génome du Covid-19, lui, ressemble à 90% au génome des chauves-souris. Et donc d'une certaine espèce de chauve-souris. Et donc, on a là de toute évidence, on a là un système viral composite qui exprime cette idée forte que les virus sont des loteries à recombinaison génétique à travers des morceaux qu'ils trouvent dans les hôtes successifs qu'ils infectent. Donc, ils sont tout bêtement darwiniens, les virus. Euh, on ne parle jamais de la quantité immense de virus qui meurent d'avoir eu des combinaisons génétiques avortées, hein. Voilà. Bon, là, on a piété sur la deuxième partie. On abordera. On va arrêter là pour la première partie, puis on se retrouve. On se retrouve. D'accord.